Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Soudan, le comptage des voix des élections présidentielles et des législatives du 13 avril se poursuit. De même qu'en 2010, la plupart des partis de l'opposition l'ont boycotté, estimant que le contexte politique ne permet pas un scrutin libre. Vague de répression xénophobe en Afrique du Sud. En 3 semaines, les violences qui ont éclaté à Durban, dans la province natale du chef de l'État, ont fait au moins 6 victimes. Jeudi, les autorités ont organisé une grande marche pacifique pour dire non à ces actes. Le 21e siècle sera celui de l'Afrique. Le dynamisme des jeunes, des femmes et l'énorme potentiel naturel et humain du continent font partie des multiples atouts dont regorge l'Afrique. Nous verrons qu'en Côte d'Ivoire, l'accent est notamment tourné en direction du développement de la jeunesse. Mais avant de développer ces titres, commémoration du 70e anniversaire du massacre de Sétif en Algérie. Ce jour-là, le 8 mai 1945, alors que la France célébrait la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, les festivités tournèrent au drame à Sétif, Guelma et Kerata, dans l'est de l'Algérie, où des nationalistes défilèrent drapeaux algériens à la main. C'est l'une des pages les plus noires de l'Algérie française. La répression des manifestants, considérés comme les prémices de la guerre d'indépendance, fit à plusieurs milliers de morts parmi les Algériens victimes de la police, de l'armée ou de milices de colons. Le Soudan, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle, un scrutin boycotté par l'opposition et dont le président et candidat Omar el-Béchir part grand favori face aux 15 autres concurrents peu connus du public. Birama Saounera. Au Soudan, le dépouillement des votes des élections présidentielles et législatives du 13 avril dernier se poursuit. Selon les observateurs, un des faits marquants de ces scrutins, faible taux de participation des électeurs. En cause, le boycott de ces rendez-vous par des partis d'opposition, dont certains sont allés jusqu'au retrait des candidatures. Les quelques 13 millions de Soudanais admissibles à voter ont donc eu très peu d'alternatives face au président Omar el-Béchir et son parti du Congrès national. Je ne reconnais pas ces élections. Ce ne sont pas des élections, mais plutôt le gaspillage du temps et de l'argent du peuple soudanais. Nous avons perdu beaucoup de temps, alors que tout ceci était censé être fait en notre faveur. Nous avons perdu plusieurs jours de notre vie. Le président Omar el-Béchir est largement pressenti pour remporter la présidentielle. Cependant, ce faible taux de participation aux élections pourrait le faire apparaître comme un président élu au rabais et davantage accentuer le fossé qui sépare une partie de l'opinion publique du gouvernement. Il y a une sorte d'insatisfaction à l'égard de la performance du gouvernement à ce stade. Et en même temps, il y a un sentiment général que cette élection ne changera rien et n'apportera rien de nouveau. Le résultat est connu, le gagnant également. Il n'y a pas vraiment d'espoir quant à une volonté de changement dans les politiques générales. Ces élections n'ont enregistré aucun engouement. Il n'y a aucun désir de connaître les résultats qui seront sans surprise. Le président Omar el-Béchir avait déjà signalé qu'il se retirerait en 2015, mais en octobre 2014, son parti du Congrès national l'avait désigné comme candidat. Les résultats définitifs des élections sont attendus fin avril 2015. Accord de paix par les groupes du Nord Mali. La médiation fait face à un nouveau blocage à Alger autour du paraphe du projet définitif. Alors que la signature s'annonçait pour ce samedi, la coordination des mouvements de l'Azawad a finalement renoncé vendredi soir. La médiation algérienne n'a pas souhaité intégrer dans un communiqué final la possibilité d'ouvrir des discussions avant la signature. Pour Ramtan Lamara, le ministre algérien des Affaires étrangères et médiateur des pourparlers, les autorités maliennes refusent catégoriquement la moindre remise en question du texte déjà paraphé par eux. Les violences anti-étrangers se poursuivent en Afrique du Sud. De nombreux Sud-Africains ont toutefois condamné ces attaques envers les migrants et ont organisé une manifestation pour les soutenir. Ibrahim Ndiaye. L'Afrique du Sud est confrontée à une série de violences à caractère xénophobe. Des violences au cours desquelles au moins 6 personnes ont perdu la vie et qui ont déplacé plus de 5000 étrangers. La plupart sont des demandeurs d'asile de pays africains tels que le Mozambique, le Malawi ou encore le Zimbabwe. Certains nationaux les accusent de voler les emplois dans un pays où le taux de chômage tourne autour de 24%. Les déplacés ont trouvé refuge dans plusieurs bâtiments publics tels que les commissariats, les églises ou encore les mosquées.
Les autorités sud-africaines ainsi que les ONG ont également mis à leur disposition des abris, mais les conditions de vie dans ces centres sont très basiques et doivent être améliorées pour répondre aux besoins sanitaires de tous. Parlez avec les Zimbabwéens. Beaucoup d'entre eux, la majorité que nous avons visités, vous disent qu'ils veulent rentrer à la maison. Et nous travaillons avec le gouvernement sud-africain. Nous allons faire en sorte que les processus nécessaires pour que ces gens soient rapatriés au Zimbabwe soient mis en place. C'est la raison de ma présence ici. Je tiens à confirmer que la majorité, près de 90% d'entre eux, m'ont dit qu'ils souhaitent retourner au Zimbabwe. Plus de 5000 Sud-Africains ont manifesté à Durban ce jeudi 16 avril pour dénoncer cette nouvelle vague de violence. Oui, je participe à cette marche parce que je veux voir notre gouvernement debout contre ce qui se passe, contre la xénophobie. Alors maintenant, je comprends ce qu'est la vraie Afrique du Sud parce que maintenant, le gouvernement prend enfin en compte ce qui se passe ici contre des ressortissants étrangers. En tant que Sud-Africain, je pense que nous faisons partie de l'Afrique et du monde entier. Ainsi, les communautés internationales sont les bienvenues ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a déjà connu des événements similaires. En 2008, une vague de violence avait fait plus de 60 victimes. Le président Jacob Zuma s'est exprimé publiquement contre ces violences et appelle au calme. Et c'est dans ce contexte politique tendu que le président sud-africain Jacob Zuma a annulé ce samedi son déplacement prévu en Indonésie pour le 60e anniversaire du sommet des non-alignés de Bandung. La jeunesse africaine représente un atout fort pour le développement du continent. Divers dispositifs pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle sont mis en place. Comment se traduisent ces mesures en Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Ibrahim Ndiaye. La formation et l'emploi sont deux défis majeurs à relever pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Trouver des solutions aux nombreux obstacles qui nuisent au plein emploi chez les jeunes est l'une des priorités des autorités ivoiriennes qui ont mis en place des mesures en faveur de l'emploi des jeunes. La jeunesse constitue, en tout cas au niveau de son poids démographique, la majorité de la population de notre continent. Les moins de 24 ans sont à peu près 200 millions de personnes. Pendant longtemps, vu son poids démographique, la jeunesse constituera un enjeu. Et soit on en fait une opportunité ou elle sera une bombe à retardement. Et donc pour en faire une opportunité, il faut investir donc dans cette jeunesse, investir dans la jeunesse au niveau de la formation, investir dans la jeunesse au niveau de l'emploi. Le manque de perspectives d'avenir pousse certains jeunes à immigrer, souvent vers l'Europe. Face à cette situation, les autorités ivoiriennes œuvrent en faveur du renforcement du partenariat public-privé en accordant un soutien particulier aux jeunes créateurs ainsi qu'à une meilleure promotion de la formation professionnelle. Le chef de l'État, dès sa prise de fonction, a mis la jeunesse donc, comme priorité des priorités au cœur donc, de l'action gouvernementale, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, même de l'emploi. Il y a un certain nombre de projets qui ont permis aujourd'hui de créer plus d'1 million d'emplois, aussi bien des emplois formels que des emplois informels. Et pour notre continent, il va falloir aussi investir dans la santé des jeunes. Je parle principalement du VIH-Sida. Je parle surtout de la drogue qui peut être un frein à l'évolution de cette jeunesse et à sa pleine participation à l'émergence de notre continent. La Côte d'Ivoire organise chaque année les Assises de la jeunesse, dont la 4e édition s'est tenue du 25 mars au 28 mars 2015 à Abidjan. Un rendez-vous annuel qui permet à la jeunesse ivoirienne, aux autorités publiques ainsi qu'aux entreprises privées de créer ensemble de nouvelles opportunités d'emploi. Clap de fin de la 10e édition du Festival Jazz à Carthage en Tunisie. Le rideau va tomber ce dimanche 19 avril. Pendant près de 10 jours, une vingtaine d'artistes de renommée internationale ont animé la programmation. Ce rendez-vous musical a pourtant failli être annulé après l'attaque du musée du Bardo ayant causé la mort de 21 touristes le 18 mars 2015. 5 têtes d'affiche ont annulé leur participation. Mais ce grand rendez-vous a vu la participation de la franco-camerounaise Irma, mais aussi du saxophoniste franco-tunisien Yassine Boularès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.